Si vous avez peur des araignées, ne visitez jamais Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert quelque chose qui ressemblait à un tas de minuscules œufs d'araignées sur la surface de la planète rouge. Ce « quelque chose » se compose de centaines de petites boules rondes collées ensemble. Allait-elle éclore? Des hordes de créatures à 8 pattes allaient-elles envahir la planète rouge? Peu probable. La chose trouvée par Perseverance était simplement posée sur une colline qui porte le nom de Witch Hazel, près du bord du cratère G0. À y regarder de plus près, il s'est avéré que c'était une roche de forme étrange, avec un peu de poussière rouge dessus. Hélas, ou heureusement, il ne s'agissait pas d'œufs d'araignées martiennes. Pourtant, cette formation se détachait vraiment dans le paysage. L'équipe de Perseverance a nommé cette étrangeté St. Paul's Bay. Les scientifiques l'ont qualifiée de roche flottante. Ce terme signifie qu'elle ne s'est pas formée à l'endroit où on l'a trouvée, mais que, d'une manière ou d'une autre, elle a été déplacée. Donc pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'indices pour déterminer son origine et comment elle a acquis cette mystérieuse texture. Mais ce n'est pas là le seul mystère. Qu'est-ce qui a pu déplacer cette roche de son emplacement d'origine? Une théorie prétend qu'elle aurait été créée par un impact de météorites. La puissante collision aurait projeté des roches dans les airs, et ces morceaux, une fois refroidis, auraient pris la forme de ces minuscules boules que nous voyons maintenant. Si cela s'avère exact, cette roche pourrait venir de très loin, et elle pourrait nous fournir de nouvelles informations sur la façon dont les grands impacts déplacent la matière sur la planète rouge. Mais la NASA pense que la roche serait simplement descendue de la colline Witch Hazel. Elle proviendrait de l'une des couches plus sombres en haut de la colline. Nous avons pu observer ces couches depuis l'espace. Maintenant, l'objectif est d'étudier de plus près la colline en question et de découvrir si ces couches sont faites du même matériau que la roche St. Paul's Bay. Si c'est bien le cas, cela pourrait signifier plusieurs choses. Il y a peut-être eu une activité volcanique dans cette région, ou alors, un gros météore a frappé. Il se pourrait également qu'il y ait eu de l'eau à cet endroit dans un passé lointain. Si cette théorie tient la route, il y a une chance que certaines de ces roches contiennent de minuscules fossiles de microbes. C'est pourquoi la NASA prévoit d'en rapporter un échantillon sur Terre dans les années 2030, grâce à la mission Mars Sample Return. Nous pourrons ainsi les étudier de près et peut-être, qui sait, enfin trouver des signes d'une ancienne vie martienne. Le plus amusant dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que les scientifiques tombent sur des arachnides sur Mars. Un terrain a même été surnommé « araignée sur Mars » en raison de sa forme aranéiforme. À certains endroits, on peut voir de grandes fissures sombres qui s'écartent les unes des autres comme des pattes d'araignée. Certaines sont énormes, plus de 915 mètres de large. Vues d'en haut, ces fissures ressemblent à s'y tromper à une effrayante colonie d'araignées. Ces formes inquiétantes ont été repérées pour la première fois en 2003 par les orbiteurs de Mars et elles continuent d'apparaître sur les photos satellites depuis lors. Au début, personne n'avait la moindre idée de ce dont il pouvait s'agir. Mais maintenant, les scientifiques sont presque sûrs qu'elles se forment lorsque de la glace de dioxyde de carbone, oui, de la glace sèche, se transforme brusquement en gaz. Ce changement rapide provoque la projection de gaz à travers la glace et sculpte ces motifs étranges et craquelés. Une nouvelle fascinante, c'est que les scientifiques de la NASA ont réussi à recréer ces araignées martiennes dans un laboratoire, ici sur Terre. Ils ont construit une installation spéciale qui imite la surface de Mars et ont pu observer de petites araignées se former sous leurs yeux. L'équipe a travaillé 5 ans avant de pouvoir arriver à ce résultat. Et quand ils y sont enfin parvenus, ils étaient ravis. En 2021, des scientifiques ont réussi à expliquer comment ces marques aranéiformes apparaissent sur Mars. Ils ont utilisé ce que l'on appelle le modèle de Kiefer. L'idée de base, c'est qu'au printemps, la lumière du soleil brille à travers de gros morceaux transparents de dioxyde de carbone gelé, également appelé glace sèche. Cela réchauffe le sol martien en dessous, et la glace commence à se transformer directement en gaz. Le gaz s'accumule sous la glace, et lorsque la pression devient trop intense, crac! La glace se fissure, le gaz jaillit, entraînant avec lui du sable sombre et de la poussière, et laissant derrière lui ces motifs inquiétants une fois que la glace fond en été. L'équipe a testé cette théorie en utilisant une grande chambre spéciale, baptisée Dusty. Oui, c'est bien son nom.
Elle fait à peu près la taille d'un baril et on peut y recréer les conditions de froid glacial et de très basse pression que l'on trouve sur Mars, environ moins 185 degrés Celsius. Les chercheurs y ont également mis de la fausse terre martienne qu'ils ont recouverte de glace de CO2. Ensuite, ils ont placé une lampe sous le sol pour chauffer le tout, un peu comme le Soleil chauffe Mars. Et leur expérience a fonctionné, de petites fissures aranéiformes sont apparues, tout comme sur la planète rouge. L'étude a également révélé quelque chose de nouveau. L'équipe a découvert que la glace se formait aussi à l'intérieur du sol, et que cela provoquait des fissures dans le sol en même temps que dans la glace. Cela pourrait expliquer pourquoi les pattes des araignées ont cette forme en zigzag au lieu d'être droites, comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, ils souhaitent continuer leurs expériences afin d'en savoir plus sur ces araignées martiennes. Pourquoi elles n'apparaissent que dans certaines régions, par exemple, et pourquoi on n'en voit pas apparaître de plus en plus au fil du temps. La planète rouge a l'air d'aimer nous jouer des tours. Par exemple, en avril 2023, le rover Curiosity de la NASA faisait une petite pause dans sa recherche de signes d'eau ancienne sur Mars et elle est tombée sur quelque chose de curieux, un guide de voyage. Plus tard, les scientifiques ont réalisé qu'il ne s'agissait évidemment pas d'un livre, mais simplement d'une pierre. Cependant, on dirait bien un petit bouquin relié, avec une page figée en plein mouvement. Ce livre-pierre est minuscule. Il ne mesure que 2,5 cm de large. Il ne contient donc probablement pas beaucoup d'informations sur Mars, mais il tient sans nul doute facilement dans une poche. Puis, en janvier 2023, l'Université de l'Arizona a partagé une autre image étrange. Une formation rocheuse qui ressemblait à la tête d'un gigantesque ours en peluche. On pouvait voir 2 yeux, un nez en bouton et une bouche souriante. C'est l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA qui l'a repéré alors qu'il survolait la planète rouge. Des scientifiques de l'université en question nous ont expliqué que le visage de cet ours en peluche était probablement juste une formation naturelle, comme une colline ou un monticule disloqué au centre d'un ancien cratère. Une autre découverte intéressante a eu lieu en février 2022. Le rover Curiosity a repéré quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une petite fleur. On pouvait voir comme des petites branches de corail, mais il s'agissait en fait d'un dépôt minéral ayant pris une forme que l'on observe rarement. La plupart de ces types de dépôts se forment lorsque de l'eau ancienne se mélange avec des roches de surface. Rien de très nouveau donc pour les scientifiques. Mais ce minuscule dépôt était unique en raison de sa forme végétale. La découverte suivante est encore plus surprenante. Un jour, le rover Curiosity a pris une photo de ce qui ressemblait à une porte parfaite dans une falaise martienne. Naturellement, les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une sorte d'entrée secrète ou peut-être d'une base cachée pour les astronautes. Mais en réalité, c'était simplement une formation rocheuse vraiment impressionnante. Le vent et l'érosion avaient sculpté la roche au fil du temps, créant cette porte parfaitement symétrique. En 2018, un chercheur a remarqué des formes étranges, semblables à des bâtons, sur une image. Et il s'est dit qu'elles ressemblaient à des empreintes fossilisées d'animaux. Malheureusement, la NASA a rapidement rejeté cette idée. Ces traces se sont avérées n'être que des dépôts de sel dans des zones où l'eau s'était évaporée. Vous pouvez trouver quelque chose de similaire sur Terre, par exemple dans le lit des lacs asséchés. Ainsi, bien qu'il soit intéressant de trouver une nouvelle preuve que Mars possédait jadis des rivières et des lacs, ces traces ne sont pas une preuve de vie, juste une formation rocheuse originale. La découverte suivante est absolument incroyable. En 2004, le rover Opportunity de la NASA a trouvé des roches rondes, semblables à des myrtilles. Mais pas le type de myrtille que vous mangez avec vos céréales. Celles-ci sont faites de fer, et elles sont la preuve qu'il y avait autrefois beaucoup d'eau sur Mars. Au cours de milliards d'années, l'eau les a lissées, créant de petites sphères. Les scientifiques pensent qu'elles se sont formées à une époque où Mars était bien plus humide qu'aujourd'hui. Ces myrtilles, riches en fer, sont d'une grande importance, car elles nous montrent que Mars fut jadis bien différente que ce qu'elle est devenue. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars, des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble.
Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient d'autre que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse là d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable,
c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination. Imaginez un monde où le paysage rouge et stérile de Mars est transformé en un verger luxuriant et verdoyant. Un monde où l'eau coule librement, sculptant des canyons et créant des lacs et des océans. Pouvons-nous créer un tel monde en apportant de l'eau terrienne sur Mars? Ne vous précipitez pas pour dire
Non. Explorons cette possibilité. Bien, disons que nous pourrions magiquement transporter toute l'eau de la Terre vers Mars. Cette cargaison immense serait une folie en termes d'ingénierie et de logistique. Alors, comment ferions-nous? Sachez tout d'abord qu'il s'agirait de millions et de millions de litres d'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Il nous faudrait des réservoirs d'une capacité incroyable pour contenir tout ça. Et il nous faudrait trouver comment les lancer dans l'espace. Une technologie hyper développée serait nécessaire, ainsi qu'une grande quantité de carburant. Nous pourrions créer une flotte entière de navettes spatiales, spécialement conçues pour cette tâche. Imaginez ça, de gigantesques vaisseaux-citernes, remplis de tonnes d'eau soigneusement recueillies, décollant de la surface de la Terre et projetés dans l'espace à une vitesse inimaginable. Plutôt cool comme spectacle, non? Mais une autre solution, sans doute plus efficace, serait de lancer sur un temps plus long un grand nombre de petits vaisseaux, chacun transportant une petite quantité d'eau jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment sur la planète rouge. Imaginons donc que nous ayons réussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Après être arrivé sur Mars, il nous faudrait distribuer toute cette eau aux quatre coins de la planète. Un réseau de tuyaux souterrains serait nécessaire, ou des drones réservoirs envoyés dans différentes directions. Ce n'est là que le début et, comme vous pouvez le voir, les ressources et la logistique requises sont déjà colossales. De plus, une opération de cette ampleur nécessiterait d'immenses efforts coordonnés de la part des scientifiques, des ingénieurs et des agences spatiales. Et n'oublions pas les coûts. Pas étonnant que les scientifiques ne voient pas vraiment cela comme un projet viable. Mais l'échelle de cette opération n'est pas le seul problème. Imaginons que nous ayons tout compris et apporté cette eau de la Terre vers Mars. Et maintenant? Eh bien, croyez-le ou non, ce serait presque complètement inutile. Notre principal défi, ce serait l'atmosphère et le climat actuel de Mars. Mars est un désert sec, avec une atmosphère qui ne représente environ qu'1% de la masse de l'atmosphère terrestre. Du coup, toute cette eau versée à sa surface s'évaporerait très vite. Il serait difficile de créer un environnement stable si tous les lacs s'asséchaient en quelques secondes seulement. Et si l'eau ne s'évaporait pas, alors au contraire, elle se transformerait en glace. La température à la surface de Mars est bien en dessous de zéro. Une atmosphère ténue ne fait qu'aggraver les choses. Un autre défi est le champ magnétique de Mars est très faible, ce qui veut dire qu'elle est peu protégée contre les vents solaires. Les vents solaires sont des flux de particules chargées projetées par le Soleil. Et ils sont plutôt dangereux. Ils pourraient éliminer toute l'eau qu'on aurait déposée sur la planète. De plus, le rayonnement solaire sur Mars est beaucoup plus fort que sur Terre. La tâche de conserver de l'eau liquide serait donc encore plus difficile. Et enfin, n'oublions pas qu'il nous faudrait aussi purifier cette eau afin de la rendre potable. Mais n'abandonnons pas. Si nous restons super optimistes, nous pouvons toujours essayer de résoudre ces problèmes. En gros, nous devons trouver un moyen de conserver de l'eau liquide quelque part pendant longtemps, en nous assurant qu'elle ne gèle ni ne s'évapore. Alors, on fait comment? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Premièrement, l'isolation. Nous pourrions envelopper tous nos conteneurs dans des matériaux isolants, dans de la mousse par exemple, ou un matériau réfléchissant qui empêcherait l'eau de geler. Deuxièmement, le chauffage. Nous pourrions utiliser des chauffages et autres appareils pour empêcher la congélation, même des couvertures thermiques. Mais cela nécessiterait beaucoup d'énergie, et ce serait très difficile. Troisièmement, des réservoirs souterrains. Nous pourrions creuser de grands trous et les recouvrir d'un matériau transparent qui laisserait passer la lumière du soleil. Ainsi, notre eau resterait bien au chaud. Quatrièmement, la salinité. Ajouter une petite quantité de sel ou d'autres minéraux dissous dans cette eau peut abaisser son point de congélation. Mais il nous faudrait énormément de sel pour les quantités dont nous parlons. Cette méthode n'est pas très efficace. Et enfin, cinquièmement, une serre. Nous pourrions construire une serre ou une autre structure capable de capturer la chaleur pour créer un environnement semblable à celui de la Terre. Cette option est probablement la meilleure. Après tout, une serre nous permettrait également de faire pousser des plantes et d'autres organismes. Hurrah, la vie! Bien, admettons que nous avons découvert un moyen de stocker notre eau sur Mars et de la conserver à l'état liquide. Et maintenant, quel impact cela aurait-il sur Mars? En fait, ce serait formidable. Si nous déversions toute cette eau sur Mars,
le climat de ce désert rouge en serait radicalement transformé. Tout d'abord, nous pourrions créer ce qu'on appelle un effet de serre. C'est lorsque les gaz dans l'atmosphère d'une planète retiennent la chaleur, provoquant une augmentation de la température globale. Et oui, c'est plutôt mauvais pour la Terre. Mais pour Mars, dont les températures varient entre 21 degrés Celsius et moins 129 degrés Celsius, ce serait génial. Cela pourrait entraîner un épaississement de l'atmosphère et conduire à la fonte des calottes glaciaires. Ne serait-ce pas incroyable? D'un désert stérile, Mars deviendrait soudain une Terre 2.0. Cela signifie également que l'atmosphère de la planète changerait. Par exemple, les modèles météorologiques. Des nuages se formeraient sur Mars. La pluie commencerait à tomber. Et la pluie, comme nous le savons, fait passer l'eau d'une région à une autre. Ce qui signifie que la végétation serait régulièrement arrosée. Mais tout ça n'est que spéculation. Nous ne pouvons pas être complètement sûrs du type d'impact qu'un transport d'eau sur Mars pourrait avoir sur le climat de la planète. Peut-être que pour créer cet effet de serre, il nous faudrait beaucoup plus d'eau que ce que nous pouvons transporter. Mais si malgré tous ces défis, nous réussissions notre mission et rendions Mars plus chaude et plus humide, la vie y naîtrait-elle? Malheureusement, c'est très improbable. Oui, l'eau est cruciale au développement de la vie, mais ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin. La composition du sol martien n'est pas très favorable à la vie. Il est constitué du régolithe, qui est lui-même essentiellement composé de poussière, de sable et d'autres matériaux qui n'ont pas grand-chose à apporter aux plantes et autres organismes. Théoriquement, nous pourrions terraformer Mars. La terraformation est une modification graduelle d'une planète, un lent processus qui lui permet un jour d'abriter la vie. Mais c'est extrêmement complexe, difficile et coûteux. Et au fait, que deviendrait notre Terre dans cette histoire? Nous lui avons volé pas mal d'eau, n'est-ce pas? Du point de vue de la Terre, ce transport d'eau vers Mars nécessiterait une énorme quantité de ressources, de l'énergie, mais aussi différents matériaux. Et la quantité d'eau nécessaire serait littéralement stupéfiante. Une perte aussi importante dans les réserves terriennes aurait un impact significatif sur notre planète, surtout dans les régions où l'eau est déjà rare. Donc, en gros, c'est vraiment une mauvaise idée, peu importe le point de vue. Oui, ça peut sembler intéressant, mais ce n'est pas du tout un projet viable. Cela nécessiterait trop de ressources, trop d'argent, et ça ne vaudrait même pas le coup. C'est pourquoi les scientifiques et les agences spatiales ne prennent pas cette idée au sérieux. En outre, nous avons des objectifs beaucoup plus réalistes et réalisables dans le domaine de l'exploration martienne. Par exemple, nous étudions la géologie, l'atmosphère et la possibilité d'une vie passée ou présente. Nous espérons ainsi trouver des ressources capables de constituer la base de futures explorations humaines. En somme, nous avons encore pas mal de travail avant de pouvoir commencer à envisager sa colonisation. Écoutons donc de près ce que nous disent nos scientifiques. Le sol sous vos pieds est rouge et sec. Il règne un froid glacial. De la poussière couleur rouille flotte dans l'air. Vous faites un pas, puis un autre. Il est difficile de bouger à cause de l'épaisse couche de sable dans laquelle vos pieds s'enfoncent. Vous êtes sur Mars, et vous êtes venu ici après avoir entendu une nouvelle absolument incroyable. De nos jours, la planète rouge, en effet, semble poussiéreuse et desséchée. Mais les chercheurs pensent que ce monde aurait pu être très différent, il y a très longtemps. Ils ont trouvé des traces d'un immense océan qui aurait pu exister à la surface de Mars il y a environ 3,5 milliards d'années. Et cet océan couvrait probablement des centaines de milliers de kilomètres carrés. Tout a commencé par de nombreuses images prises par satellite de la surface de la planète rouge. Elles ont été prises sous différents angles. En conséquence, les chercheurs ont réussi à dresser une carte en relief de la zone. Ils ont cartographié plus de 6000 km de formations spécifiques, qui avaient très probablement été sculptées par des rivières. Ces formations pourraient également être des canaux jadis creusés sur le fond marin. Les scientifiques ont exploité les données recueillies par l'orbiteur de reconnaissance de Mars en 2007. Ils ont analysé l'épaisseur des crêtes, leurs angles et leurs emplacements. Leur objectif principal était d'explorer la dépression topographique baptisée Aeolis Dorsa. Il s'est avéré que toutes ces années auparavant, cette partie de la planète rouge avait subi une série de changements constants. Ils auraient pu être causés par le mouvement rapide des roches, déplacés par les courants et les rivières, ainsi que par des augmentations notables du niveau de la mer.
Les chercheurs ont également remarqué une frontière assez nette qui séparait les hautes terres du sud de Mars, élevées et fortement crénelées, des basses terres lisses de la planète. Cela ressemblait beaucoup aux rivages laissés par un océan gigantesque. Tout cela signifie probablement qu'à une époque ancienne, il y avait bel et bien un océan à la surface de Mars, et un très grand. Ce qui est encore plus excitant, c'est que l'existence d'un tel océan pourrait bien signifier celle de la vie. Cette découverte peut en apprendre beaucoup aux scientifiques sur le climat ancien de la planète rouge, ainsi que sur son évolution. Nous savons maintenant qu'il a dû y avoir une période sur Mars où la planète était assez chaude, et son atmosphère était assez dense pour retenir autant d'eau liquide. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le climat dans l'hémisphère nord de Mars il y a 3 milliards d'années aurait pu ressembler à celui que nous avons sur Terre aujourd'hui. Mais alors, où est passé cet océan maintenant? Que lui est-il arrivé? Peut-être que le climat de la planète rouge est devenu plus froid et que la surface de l'océan a gelé. Il existe une théorie qui prétend qu'aujourd'hui encore, l'océan demeure dans son état congelé, profondément enfoui sous la couche de roches, de débris et de poussière de la plaine nordique de Vastitas Borealis. Ou bien les eaux de l'océan auraient pu être perdues dans l'atmosphère et, finalement, dans l'espace à travers le processus dit de pulvérisation atmosphérique. Au cours de ce processus, les atomes sont arrachés de l'atmosphère après être entrés en contact avec des particules à haute énergie en provenance du Soleil. Quoi qu'il en soit, la théorie d'un océan qui aurait autrefois couvert une grande partie de l'hémisphère nord de Mars n'a pas encore été confirmée. Les scientifiques débattent toujours de son existence. Pour le moment, Mars est un monde très froid, avec une température moyenne de 62 degrés. La surface de la planète est rocheuse. Elle est recouverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. L'océan qui aurait pu exister sur Mars n'est pas la seule chose incroyable à propos de cette planète. Parlons de ces tempêtes de sable qui font rage sur la planète rouge. Dans les films, elles sont présentées comme des forces de la nature incroyablement puissantes, détruisant les camps des astronautes et réduisant leurs vaisseaux spatiaux en morceaux. Mais qu'en est-il réellement ? Mars est en effet célèbre pour produire des tempêtes de poussière si vastes qu'elles peuvent être vues par les télescopes sur Terre. Elles recouvrent parfois des zones de la taille d'un continent et peuvent durer des semaines. Mais en plus de celles-ci, il y a des tempêtes beaucoup plus rares qui se produisent une fois tous les 3 ans martiens, ce qui représente environ 5 ans et demi terrestres. Ces tempêtes sont plus grandes et beaucoup plus intenses que les tempêtes habituelles. Elles englobent toute la planète. C'est pourquoi les scientifiques les appellent tempêtes de poussière planétaire. En même temps, il est peu probable qu'une tempête globale puisse causer de graves dommages aux astronautes ou à leur équipement. Même si les tempêtes martiennes sont massives, la vitesse du vent y atteint au maximum 100 km/h. C'est moins de la moitié de la vitesse des ouragans sur Terre. De plus, cette comparaison des vitesses du vent peut s'avérer un peu trompeuse. La densité de l'atmosphère sur Mars ne représente qu'environ 1% de celle de notre planète. Cela signifie que le vent là-bas doit souffler beaucoup plus vite pour causer des dommages ou même faire voler un cerf-volant. Maintenant, passons au prochain phénomène incroyable observé sur la planète rouge. Vu de loin, cela ressemble à un œil. Il y a même des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversant le globule oculaire. Mais plus vous vous rapprochez, moins la formation ressemble à un œil. C'est en réalité un énorme cratère de près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui ressemble à une pupille, il y a d'autres cratères, encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer plusieurs attaques de roches spatiales. Mais pourquoi le cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau remplissait cette immense fosse. Vous souvenez-vous de ces canaux? Ils acheminaient probablement cette eau. Et comme le cratère était rempli, cela a empêché certaines substances et minéraux de s'éroder. Votre prochaine destination est Val Marineris. C'est un énorme canyon, ou plutôt un système de canyons, qui s'étend le long de l'équateur de Mars. Il s'étend sur plus de 4000 km. Il est aussi 4 fois plus profond que le célèbre Grand Canyon sur Terre. Le canyon est si grand qu'il pourrait couvrir tout le continent américain, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique.
La plupart des scientifiques pensent que Valles Marineris est une immense fissure tectonique dans la croûte de la planète rouge. Elle pourrait s'être formée lorsque la planète se refroidissait dans un passé lointain. Un autre spectacle à couper le souffle sur Mars est le plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il a plus de 600 km de diamètre, ce qui signifie qu'il est presque de la taille de l'État d'Arizona. La montagne est également haute de 26 km et bordée de falaises incroyablement hautes. Pour imaginer la taille impressionnante de ce volcan, faisons quelques comparaisons. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, environ 4200 mètres de haut pour 120 km de large. Ce qui semble en fait plutôt impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait engloutir toute la chaîne des îles hawaïennes de Kauai à Hawaï. Les scientifiques se demandent depuis un certain temps pourquoi ce volcan est si grand. Ce pourrait être le résultat d'une gravité de surface plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait être la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds qui produisent de la lave, de nouveaux volcans se forment et les volcans déjà existants disparaissent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreux évents. Mais sur Mars, la croûte n'est pas divisée en plaques tectoniques comme sur Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un très grand volcan. Maintenant, si vous visitiez Mars et décidiez de faire une promenade en soirée, vous assisteriez à un phénomène étrange. Il se produit sur la planète rouge, après le coucher du soleil, lorsque les températures tombent en dessous de 62 degrés. Une lueur étrange et mystérieuse se propage alors dans le ciel martien. Malheureusement, sans équipement spécial, vous ne pourriez pas observer cette douce lueur. Visible uniquement en lumière ultraviolette, cette lueur nocturne est le résultat de réactions chimiques qui se produisent à des dizaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète rouge. La NASA et la Chine prévoient toutes les deux d'envoyer des humains sur Mars. Les deux agences spatiales s'apprêtent à lancer les premières missions avec équipage d'ici 2033. C'est-à-dire au moment où Mars et la Terre joueront au chat et à la souris. Et ce n'est pas tout. D'autres missions pourraient être lancées en 2035, 2037 et au-delà. L'objectif ultime est de construire un habitat martien pour l'exploration et la recherche future. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Essayons de le découvrir. Se rendre sur Mars n'est pas aussi simple que de sauter dans une fusée. La distance entre nos deux planètes peut varier considérablement avec le temps, allant d'environ 573,27040 km à 4,2336 km. Et même avec notre meilleure technologie, il faut 6 à 9 mois pour se rendre sur la planète rouge. Ainsi, un voyage aller-retour vers Mars impliquerait de passer 3 ans loin de la Terre, de subir des radiations supplémentaires et de flotter en microgravité. Mais le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a de bonnes nouvelles à t'annoncer. Des scientifiques travaillent sans relâche à concevoir une mission à architecture minimale vers Mars. Ils pensent que 2033 est l'année idéale pour réaliser cette mission. Voici ce qu'il en est. Tous les 15 ans, les planètes rocheuses, Vénus, la Terre et Mars, s'alignent parfaitement pour créer une zone cosmique idéale. La mission tirera le meilleur parti de cet alignement rare et effectuera une manœuvre d'assistance gravitationnelle épique en utilisant Vénus. C'est un peu comme si nous recevions un coup de pouce d'un lance-pierre planétaire. Nous accélérerons notre vaisseau spatial et réduirons ainsi la nécessité de produire notre propre propulsion. Le rapport évoque également des idées très intéressantes, comme l'utilisation de l'énergie nucléaire pour les moteurs des engins spatiaux et l'utilisation des ressources martiennes pour fabriquer des objets. Ces technologies pourraient accélérer les voyages spatiaux, protéger les astronautes des radiations et faciliter la vie dans l'espace. Elles pourraient même nous permettre de créer des ressources et du carburant sur Mars. Voici donc comment se présente le projet. Dans un premier temps, nous lancerons le vaisseau spatial en direction de Mars. Il passera environ 30 jours en orbite haute, explorant et recueillant de précieuses données. Ensuite, il retournera sur Terre, en passant rapidement par Vénus. L'aventure durera donc environ 570 jours, soit 1,6 années. Et une aventure plus courte signifie moins d'exposition aux radiations.
Il ne faut pas oublier que cette mission se concentrera sur l'orbite de Mars plutôt que sur le débarquement sur sa surface. Il s'agit simplement de préparer le terrain pour de futures missions d'atterrissage. Tout comme la mission Apollo 8 qui a orbité autour de la Lune avant l'atterrissage historique d'Apollo 11. Atterrir sur Mars en 2033 est peut-être un peu trop ambitieux en raison des contraintes financières, mais qui sait, si tout se passe bien, cela pourrait devenir une réalité. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies ou de véhicules sophistiqués pour tout cela. Nous utiliserons ceux qui sont déjà en production ou à l'étude dans le cadre du programme Artemis pour la Lune. Détaillons notre véhicule de mission martienne. Un grand puzzle composé de nombreuses pièces. Et devine quoi? Il a été assemblé par une communauté de passionnés de l'espace en 2017. En effet, ce ne sont pas les scientifiques qui ont commencé à le fabriquer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple idée fantastique. La plupart de ces choses sont déjà en train de se concrétiser, étant fabriquées ou planifiées par la NASA. Jetons donc un coup d'œil à ce concept. Tout d'abord, il y a le vaisseau spatial Orion. C'est le vaisseau qui emmènera l'équipage en orbite autour de la Terre et le ramènera sain et sauf à la maison. C'est une sorte de taxi spatial très sophistiqué, et c'est peut-être le taxi le plus performant qui ait jamais existé. Il est équipé de 3 puissants étages de propulsion. Nous utilisons également un carburant spécial qui n'a pas besoin d'être ultra froid comme dans les films. Ensuite, il y a le Earth Departure Stage, l'étape du départ de la Terre. Il s'agit d'une partie importante de la mission. Elle nous aide à effectuer une poussée puissante qui nous enverra sur Mars. Ensuite, il y a l'habitat de transit martien. C'est là que l'équipage vivra et se détendra pendant son voyage vers Mars, comme dans une maison spatiale confortable avec tout ce dont il a besoin pour être à l'aise. Et enfin, l'étage de descente dans l'orbite martienne. Lorsque nous atteindrons Mars, cet engin impressionnant nous aidera à ralentir et à entrer dans son orbite en douceur. C'est notre expert en manœuvre. Même l'habitat de transit martien est en cours de développement et pourrait même être testé dans quelques années. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour que tout soit prêt pour notre incroyable mission sur Mars d'ici 2033. En d'autres termes, il s'agit de travailler avec ce que nous avons et de faire en sorte que les choses se passent bien. Parlons maintenant du calendrier du projet. Mi-2028, l'action va commencer. Tout d'abord, il faudra effectuer quelques vols d'essai. Nous enverrons 2 étages à l'avance pour nous assurer que nous pouvons revenir sur Terre en toute sécurité. Ces 2 étages se rejoindront, comme 2 vaisseaux spatiaux, qui deviendraient les meilleurs amis du monde. Ils se mettront en orbite autour de la planète rouge et reviendront ensuite à la maison. Pour ce faire, nous utiliserons de puissantes fusées et 13 lancements commerciaux. Ce sera une grande fête de l'espace. Fin 2032. Après tout cela, nous lançons le véhicule de mission martien entièrement assemblé sur l'orbite terrestre haute. Jusque-là, c'est un véhicule vide qui attend des astronautes. Si tout va bien, il sera prêt pour la vérification finale. Mars 2033. Il est temps pour notre courageux équipage et son vaisseau spatial Orion de se joindre à la fête. Nous les lançons et ils rejoignent le Mars Mission Vehicle en orbite terrestre. Ils s'assureront que tout est en ordre avant le départ pour Mars. La flexibilité est importante, afin que nous puissions ajuster nos plans si nécessaire. Avril 2033. Tout le monde est prêt pour l'aventure. Nous effectuons une puissante combustion, comme une grande poussée qui nous envoie sur le chemin de Mars. L'équipage voyagera pendant environ 200 jours. Novembre 2033. Enfin, l'équipage atteint la planète rouge. Une fois en orbite autour de Mars, les astronautes passeront environ 30 jours à explorer la planète et à faire des choses géniales dans l'espace. Mars sera notre terrain de jeu. Au moment de rentrer chez eux, ils diront au revoir à l'étage qui les a aidés à se mettre en orbite autour de Mars. Ensuite, leur véhicule rejoindra les 2 étages que nous avons envoyés en amont. Vous vous souvenez de ces copains de l'espace? Il faudra ensuite environ 340 jours pour que l'équipage revienne sur Terre. C'est là que nous utiliserons la gravité de Vénus pour tourner autour du Soleil. Pour maintenir l'équipement et l'équipage à la bonne température, nous aurons un parasol qui nous protégera de la chaleur du Soleil, puisque nous en serons très proches. Enfin, Orion rentrera dans l'atmosphère terrestre et se jettera à l'eau. Quelle fin héroïque! Et ce n'est que le début. Notre formidable équipe a un autre projet pour les aventuriers les plus courageux. Il s'agit d'une trajectoire en conjonction avec une mission de longue durée.
Elle sera lancée en avril 2033 et durera longtemps, 950 jours. Cela représente plus de 2,5 années, dont 550 jours passés en orbite martienne. Elle nécessite moins de lancements depuis la Terre, mais présente des défis différents, comme le fait de passer plus de temps en microgravité et de faire face à une augmentation des radiations. Nous aurons donc besoin de véritables héros de l'espace pour cette mission. Mais, bien sûr, il y a des obstacles majeurs à franchir avant que tout cela ne devienne réalité. Des experts ont examiné de près le programme Journey to Mars de la NASA et ont constaté qu'il nécessitait de sérieux changements. Il existe quelques domaines à haut risque, comme les systèmes de survie pour les missions de longue durée, l'utilisation de l'énergie solaire pour la propulsion, la production d'oxygène sur Mars, etc. Ils s'inquiètent également des délais, du financement et de bien d'autres choses. Ainsi, selon eux, respecter l'échéance de 2033 pourrait être impossible avec les plans et les budgets actuels. Même l'objectif de 2035 comporte des risques importants et des retards possibles. Mais bon, l'exploration spatiale n'a jamais été facile, n'est-ce pas? Avec une détermination réaliste, tout est possible. Il est fort probable que l'idée d'envoyer des hommes sur Mars se concrétise avant 2040. La NASA s'efforce de mettre au point le plan et les détails qui permettront d'y parvenir. Ainsi, même s'il reste encore des obstacles à franchir avant que cela ne devienne une réalité, le rêve d'envoyer des humains sur Mars est excitant. C'est une aventure passionnante, pleine de défis, de découvertes et d'esprit d'exploration humaine. Alors montrons à l'univers de quoi nous sommes faits, et ce sera surtout du carbone. Imagine que tu sois l'une des premières personnes envoyées pour explorer Mars. Alors que tu approches de la planète rouge, quelque chose d'étrange et d'effrayant attire ton attention. Là, oui, juste là. Ne ressemble-t-elle pas à une tête d'ours en peluche ? Qui donc, pourrait bien avoir créé le museau d'un ours au beau milieu d'un cratère ? Hélas, ou devrait-on dire heureusement, cette tête d'ours n'a rien de mystérieux. Il s'agit seulement d'un exemple frappant de pareidolie faciale. Il s'agit d'une tendance très humaine à distinguer des visages dans les objets du quotidien. Mais en parlant de cette découverte martienne, devrions-nous renommer le phénomène en pareidolie de l'ours ? D'accord, regarde plutôt ça. Tu vois cette colline en forme de V qui ressemble à un nez. Ensuite, il y a deux cratères qui ressemblent à des yeux. Enfin, une fracture circulaire, la tête entoure le nez et les yeux. Les experts pensent que ce visage a pu être créé lorsqu'un dépôt s'est déposé sur un cratère d'impact enfoui. Quant au nez, il pourrait s'agir d'une cheminée volcanique ou de boue, entourée de coulées de lave ou de sédiments solidifiés. Quoi qu'il en soit, ce cratère ressemble à la tête d'un ourson. Ça, on te l'accorde. Mais grâce à IRIS, la caméra High Resolution Imaging Science Experiment de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un autre des très nombreux acronymes de la NASA, nous avons pu observer beaucoup d'autres cratères bizarres sur la planète rouge, comme des visages souriants, un oiseau ou un éléphant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre « Visage de Mars ». Ces images ont été prises pour la première fois par l'orbiteur Viking en 1976. À l'époque, la résolution était évidemment très faible et l'éclairage se trouvait incliné. Ce qui a produit ce résultat qui a choqué les gens dans les années 1970. Un visage taillé dans la roche qui regarde vers la Terre. Cela signifiait-il qu'une autre civilisation sur Mars avait créé ce monument ? Non. Regarde donc une photo du même endroit prise par l'actuel Mars Reconnaissance Orbiter. La résolution est bien meilleure, et le visage s'est miraculeusement transformé en une colline ordinaire. Ou encore, ce tout petit Bigfoot dont l'image a été prise en 2008. On dit tout petit parce que cette créature ne mesure que quelques centimètres. Et lorsque la photo a été prise, Bigfoot ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'appareil. Et ici, un petit curieux a zoomé sur un rocher et a repéré quelque chose qui s'apparentait à un gorille. C'est ainsi que certains ont commencé à croire qu'il y avait des singes sur Mars. Oui, vraiment. Permets-nous de te présenter quelques autres exemples de créatures et de visages imaginaires de la planète rouge. La plupart d'entre eux proviennent d'une série d'images prises par la caméra Thémis. Elle se trouve actuellement à bord de la sonde Mars Odyssey, qui n'a besoin que de 2 heures pour accomplir une orbite autour de la planète rouge et qui transporte d'importants instruments scientifiques. Faisons maintenant la connaissance de My Happy Martian. Ce cratère de 3 km de large a été photographié en 2008. La chaîne de cratères suivante ressemble à une grosse abeille, avec ses ailes faites de débris d'impact. L'ensemble a probablement été créé par une météorite tombée à un angle très incliné, et qui s'est brisée en morceaux juste avant l'impact.
Vois-tu ici un mammouth laineux ou un éléphant? Les coulées de lave d'une région de Mars ont imprimé cette image sur son sol rougeâtre. La région elle-même, appelée Elysium Planitia, est célèbre pour arborer les plus jeunes coulées de lave de la planète. Par exemple, celle qui ressemble à un éléphant s'est probablement formée au cours des 100 derniers millions d'années. Ah, ça ne me rajeunit pas. Parlons maintenant d'amour, ou plutôt de son symbole, le cœur. Tu aimes ces deux cœurs à la surface de la planète rouge? Celui-ci est en fait le sommet d'une mésa soulignée par le gel environnant. Et cette forme de cœur-ci est due à un cratère d'impact qui a arraché les matériaux sombres de la surface et exposé un sol plus clair en dessous. Une partie de ces matériaux a probablement volé au loin, créant ainsi ce cœur. Et voici un colibri couvert de poussière. Peux-tu distinguer son long bec et sa tête? Les scientifiques ne savent pas exactement comment cette forme est apparue, mais ils pensent que l'érosion et le vent ont joué un rôle dans sa création. Les dépôts minéraux sombres sur ces dunes ressemblent à un loup hurlant à la lune. Et ici, vois-tu une série d'engrenages imbriqués? Et cette image-là ressemble à la lettre T, n'est-ce pas? Ces fractures à angle droit ont été créées par l'étirement tectonique de la croûte martienne. Penses-tu que nous pourrions découvrir d'autres lettres de l'alphabet sur Mars? Pourquoi pas, après tout? Et maintenant, que dire d'une autre chose étrange que les astronomes ont remarqué à la surface de Mars? Est-ce que c'est la porte de la maison de quelqu'un? C'est le rover Curiosity de la NASA qui a transmis cette image à la Terre. Elle est devenue virale. Parce que cette formation juste ici, tu vois, ressemble à s'y méprendre à une porte. Malheureusement, les scientifiques, fidèles à leur esprit cartésien, n'ont pas tardé à nous décevoir. Ils ont avancé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices leur ont fait penser qu'il ne s'agissait pas d'une véritable porte. Par exemple, l'ouverture est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Ils sont persuadés que ce que nous prenons pour une porte n'est en fait qu'une anfractuosité dans la roche créée par des forces naturelles, comme le vent et l'érosion. Si tu regardes la roche de près, tu remarqueras peut-être des strates, c'est-à-dire des couches de limon qui ressortent parce qu'elles sont plus dures que le matériau qui les entoure. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues, il y a environ 4 milliards d'années, dans le lit d'une rivière, ou une dune, balayée par le vent. Depuis que ces strates sont devenues invisibles, les puissants vents martiens les ont encore plus érodées. Et regarde plutôt ça, tu vois ces fissures? C'est ainsi que les roches se dégradent sur la planète rouge. Cette petite grotte s'est probablement formée lorsque plusieurs fractures ont traversé les strates. Un rocher assez gros a pu s'effondrer sous son propre poids, et c'est ainsi qu'est née l'ouverture en forme de porte. Cette théorie semble tout à fait plausible, car même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle l'est tout de même suffisamment pour accomplir cela. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Il présente un bord vertical étrangement lisse. Ce doit être lui le responsable, et il s'est probablement affaissé il n'y a pas si longtemps. Mais la planète rouge n'est pas la seule à pouvoir se targuer de ces formations inhabituelles. Prenons par exemple cette comète. Cette image a été prise par la sonde européenne Rosetta en 2014. Vois-tu un visage sur son côté droit? Ou prends encore la Lune. Voici son célèbre lapin. Il est assis à l'envers, les oreilles dirigées vers le bas. Certains voient aussi un homme sur la Lune. Il peut s'agir de son visage ou de son corps tout entier. Si quelqu'un distingue la figure humaine dans son ensemble, il aura généralement l'impression qu'elle porte un bâton. Parfois, il s'agit d'un crapaud. Pour le repérer, il suffit de regarder en haut à gauche de notre satellite. Le crapaud est tourné vers le haut, tu vois? Maintenant, regarde cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Un tel astre est le noyau effondré d'une étoile gigantesque d'une masse totale de 10 à 25 masses solaires. À l'exception des trous noirs et de certains objets hypothétiques, comme les étoiles à quarks ou les trous blancs, les étoiles à neutrons sont les objets stellaires les plus denses et les plus petits que nous connaissions. Quoi qu'il en soit, revenons à cette étoile en particulier. Comme tu le vois, cet objet spatial situé à 17 000 années-lumière de la Terre est entouré d'un nuage de particules énergétiques. Cette image, prise par Chandra, le télescope spatial à rayons X de la NASA, est parue en 2009 et est rapidement devenue virale. Tout cela parce que de nombreuses personnes ont repéré une structure ressemblant à une main au milieu de toute cette matière spatiale en suspension. La NASA a expliqué que l'étoile tournait à une vitesse prodigieuse et qu'elle projetait de l'énergie dans l'espace environnant. Cela crée des structures complexes et intrigantes, comme la grande main cosmique que tant de gens voient ici. Observe maintenant la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion. Il s'agit d'un nuage sombre et glacial de poussière et de gaz qui a été observé pour la première fois en 1888. Cette ombre est sculptée dans la poussière même. À la base de la nébuleuse, on compte de nombreux points lumineux. Ce sont de jeunes étoiles en cours de formation.
Observe plutôt cette étoile extrêmement brillante en haut à gauche de la tête de cheval. Son rayonnement est si intense que l'étoile commence à éroder le nuage qui l'entoure. Cela signifie que dans des millions d'années, la nébuleuse pourrait ne plus ressembler à une tête de cheval. Nous, on ne sera plus là à ce moment-là. Enfin, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral a capturé une image dans laquelle on peut observer la collision de 3 galaxies différentes. On peut même observer l'effet qu'elles exercent l'une sur l'autre. Mais le plus singulier, c'est qu'en entrant en collision, elles ont créé cette forme reconnaissable. Ne ressemble-t-elle pas à un colibri géant de l'espace ? De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation? De quels équipements disposons-nous? Avec quoi allons-nous extraire les ressources? De quelles compétences aurons-nous besoin? Tu sais quoi? Qui s'en soucie? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique.
La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film « Seul sur Mars ». Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation, et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe, et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes.